En 2023, le Haut Conseil à l'égalité établissait que chaque année, plus de 90 000 femmes déclarent avoir subi un viol ou une tentative de viol. Moins de 10% des victimes portent plainte, 80% des plaintes sont classées sans suite, seuls 1% aboutissent à une condamnation pénale. Concernant les crimes sexuels sur mineurs, les données sont tout aussi accablantes. 160 000 enfants sont victimes chaque année. Seuls 13% des victimes révèlent à leur entourage les violences au moment des faits et seule la moitié ont bénéficié d'un suivi médical et psychologique. 81% des victimes ne portent pas plainte. Les violences sexuelles et sexistes sont massives, systémiques, structurelles. Cette réalité aurait dû, depuis longtemps, amener les pouvoirs publics à engager des politiques d'ampleur et à mettre tous les moyens pour les prévenir, protéger les femmes et les enfants qui en sont les premières victimes et leur permettre, quand cette protection a failli, d'obtenir justice. Cela n'a pas été le cas. En 2023, l'État n'a investi que 12,7 millions d'euros pour lutter contre les violences sexuelles hors couple. Ce budget est dérisoire au regard des besoins estimés à 2 milliards par les associations. Le budget de la justice dans son ensemble est également inconséquent. Alors que la moyenne européenne est par exemple de 21,9 magistrats et magistrates pour 100 000 habitants et habitantes, notre pays en est loin derrière, avec seulement 11,3. Comme pour le pénal, l'état de la justice civile est alarmant. Il y a près de 1,8 million d'affaires traitées par les tribunaux en 2019. La médiane du délai de traitement des affaires en première instance est de 420 jours, près d'1 an et demi. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, affirmait Montesquieu. C'est le cas de la présente proposition. Dans l'article 2 qui élargit aux personnes majeures le principe de prescription glissante, jusque-là réservé aux mineurs, cela demeure de notre point de vue problématique. Nous avions voté pour cette mesure en 2021 en raison du caractère spécifique des crimes sexuels sur les mineurs. Cependant, nous n'avons à ce jour aucune évaluation du dispositif qui suscitait déjà, lors des débats d'il y a 4 ans, de nombreuses interrogations. Le Conseil national des barreaux pointe ainsi le risque d'insécurité juridique et de créer de facto une forme d'imprescriptibilité. L'article 3, supprimé en commission mais réadapté en séance, introduit la notion de contrôle coercitif dans la loi pénale. Le contrôle coercitif est d'abord un concept sociologique et psychologique qui permet de déterminer les modalités particulières de contrôle patriarcal au sein des couples. Il commence seulement à être analysé juridiquement, notamment sous l'égide de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation. Son introduction dans le Code pénal à l'occasion d'une proposition de loi sans étude d'impact soulève de nombreuses réserves et nous semble prématurée. Comme le rappelait en 2023 Evan Stark, l'un de ses théoriciens, quel que soit le soin apporté à la rédaction d'une loi, celle-ci n'aura aucun effet si l'on ne s'attaque pas simultanément aux conditions de discrimination et d'inégalité qui légitiment et perpétuent le contrôle coercitif. La loi sur le contrôle coercitif fait partie d'un programme de changement. Elle ne peut s'y substituer. Or, c'est précisément l'absence majeure de tous les textes législatifs et réglementaires adoptés depuis 7 ans sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Ils n'adressent jamais le sujet de fond. Il a fallu des années et la persévérance des associations qui ont porté ces revendications pour que l'urgence d'une réponse globale soit reconnue. J'ai entendu avec satisfaction lors des discussions une quasi-unanimité sur ce point. Mais qu'en est-il de la traduction parlementaire et gouvernementale de ce consensus? Quid de l'investissement financier annuel de plus de 2 milliards d'euros nécessaires, de l'effectivité à l'école des 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, de la formation des fonctionnaires dans la justice, la police, mais aussi l'éducation nationale ou la santé. Nous regrettons que depuis 7 ans, les gouvernements successifs ne se soient pas employés à mettre en œuvre des politiques nécessaires, préférant toujours plus de durcissement de l'appareil répressif, sans qu'une telle inflation ait jamais démontré ses effets dissuasifs, au détriment des moyens pour les services publics pourtant essentiels en matière de prévention. Les décisions budgétaires actuelles, alors que dans quelques jours, le projet de loi de finances 2025 revient à l'Assemblée sous une forme encore plus austéritaire que sa version initiale, vont encore empirer la situation. Nous les combattrons avec détermination. Et puis enfin, surtout, sur le fond, comme l'ont explicité nos débats et plusieurs amendements déposés sur ce texte, il y a sa logique générale, qui est celle de l'extension de l'imprescriptibilité. Cette logique favorise le recours à la justice pénale comme seule institution capable de réguler les comportements infractionnels et de protéger le public. La prescription demeure un principe cardinal de notre droit qui n'a jusqu'à présent été écarté qu'en matière de crimes contre l'humanité. L'assimilation des crimes sexuels à ces derniers introduirait notamment une incohérence dans la hiérarchie des infractions. Ce débat est récurrent et légitime. Il met en jeu nos conceptions de la justice, nos principes de droit, mais aussi nos convictions et déchirements intimes.
Il est posé à intervalles réguliers et les législateurs et les législatives que nous sommes devons nous y engager, mais pas par des glissements successifs et des voies détournées. Et certainement pas en détournant l'objet de ce texte comme l'ont fait les amendements du gouvernement. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte.